Bien, je vous propose de gagner vos places en vous souhaitant la bienvenue à toutes et tous pour ce conseil municipal. Alors, de regagner vos places et de faire silence, voilà. Du 21 octobre, dont la secrétaire de séance sera Madame Chadebost. Dont la secrétaire de séance... Est-ce qu'on peut monter un tout petit peu le son, s'il vous plaît, messieurs? Dont la secrétaire de séance, ça sera peut-être mieux, sera Madame Chadebost. Avant d'aborder le conseil municipal et son ordre du jour, même si jamais l'actualité passe vite, je vous propose que notre conseil municipal observe une minute de silence en hommage aux victimes de l'attentat du 3 octobre 2019 survenu à la préfecture de police de Paris et dans lequel les fonctionnaires chargés de l'État ont trouvé la mort. Merci beaucoup. Monsieur Gérard Parenteau a donné procuration à Monsieur Villegarino. Marc Labourdette me donne procuration. Madame Desguers donne procuration à Monsieur Penn. Monsieur Bess a donné procuration à Monsieur Goyer. Madame Chabat à Madame Morès. Monsieur Fargue, il est là. Monsieur Jean donne procuration à Monsieur Bess jusqu'à son arrivée. Madame Lartigue donne procuration à Madame Bech-Serin et Madame Saoulba donne procuration à Madame Zanotti. Madame la secrétaire. Rapporteur, Monsieur le maire, approbation du procès-verbal de la séance publique du 23 septembre 2019. Ce procès-verbal appelle-t-il des remarques? Non, il est adopté à l'unanimité. Merci. Décision municipale, information du Conseil. J'écoute pour vos questions. S'il y en a. Madame Grélar-Nedec. Monsieur le maire, j'ai une question à propos de la délibération numéro 20, de la décision numéro 28, s'agissant de... Numéro 28, hein, c'est ça? Numéro 28, oui. Donc l'accord cadre relatif à l'acquisition de matériel de sport, à la fois pour de l'escalade et des sports de combat. Pourriez-vous nous dire à qui ces matériels sont-ils destinés? C'est ceux qui sont mis à disposition dans les salles de sport aux différentes associations qui les utiliseront, me disent les services. Donc je suppose qu'en matière d'escalade, ça va aller à Boris Dio, je suppose. Voilà. Oui. Et les sports de combat, c'est le judo, le karaté et autres matériels. Voilà. D'accord, donc il s'agit de tapis, je suppose, de ce type-là. Si vous le souhaitez, on vous fera passer la liste exactement, parce que je pense que pour 3866,35, on devrait avoir quelque chose de précis sur... Alors, en sachant que ce sont des passations d'accord cadre, hein, ça veut dire que peut-être que c'est une montant estimative, c'est-à-dire qu'on ne les a peut-être pas encore achetés. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va sur les associations sportives du territoire. Merci. Je vous en prie. Monsieur Guérin. En ce qui concerne les décisions, on voit que les décisions 6, 7, 11, 14, non pas 14, enfin une autre encore, il y a beaucoup de décisions qui concernent des fonctionnaires territoriaux sur une intervention sur la commission de contentieux. Donc je voulais savoir si vous aviez un peu une estimation du temps passé par ces personnes pour ce cas-là. On est...
à effectif constant. Vous rappelez, mon cher collègue, que tout ce qui est traité dans le cadre des FPS fait d'ailleurs l'objet d'une prise en charge de la part de la métropole pour ce qui est en place des FPS. Donc il y a un ratio de leur temps de travail qui a été calculé en accord avec les services métropolitains de manière à ce que cette prise en charge, notamment pour ce qu'on appelle les rapos, puisse être pris en compte. Juste vous dire 2 chiffres. En 2018, c'était la première année du FPS, nous avons eu 2, parce que quand j'ai vu ces décisions, je me suis dit, tiens, y a-t-il une pluie de contentieux? Quand on les regarde, même si jamais ils sont parfois rassemblés, en 2018, il y a eu 12 requêtes notifiées pour un peu plus de 13 000 FPS, qui veut dire un ratio de 0,03%. Et en 2019, 8 requêtes pour 5 675 FPS, soit 0,14%. Et de vous rappeler également que l'intégralité des décisions qui ont été rendues par la commission statuant en la matière ont donné toujours raison à la ville, à une exception, prononçant le remboursement du requérant en raison d'une erreur commise par l'entaille et donc pas par nos services. Donc on a un très faible taux de FPS, de requêtes, et pour le temps passé, nous sommes remboursés. Très bien, donc remboursé à 100%, hein, ce n'est pas le forfait de RAPO. Hein. Enfin, on le reverra peut-être dans la DELIB 5, un peu plus précisément. Ça fait partie, quand je vous parle de la prise en charge, c'est que la métropole a mis en place pour toutes les villes, alors c'est Bordeaux, c'est Mérignac, c'est les autres villes, je ne sais plus, Pessac et à terme le Bouscat, qui en fait estiment que la mise en place du FPS a occasionné un travail et que ce travail est indemnisé par la métropole à hauteur du temps passé. Donc c'est un ratio qui a été calculé pour toutes les villes. On reverra, mais c'est la question. Est-ce que c'est l'article 4.11 ou c'est le forfait à 15 € maximum? Voilà. C'était juste pour savoir. Une autre petite précision sur la numéro 14, acquisition d'un sanitaire intégrable. Alors qu'est-ce que c'est exactement? C'est pour où? Est-ce qu'il y en aura d'autres qui seront mis en place? Je vous rappelle que c'est l'acquisition donc du sanitaire auprès de l'UGAP en remplacement de l'existante Apex Auto. C'est ce qui a été voté au budget participatif 2018. Vous dire que les travaux de remplacement vont débuter début novembre pour s'achever mi-décembre, en principe. L'estimation de ce coût est à ce jour au total de 61 000 €, dont 34 500 € pour l'acquisition du matériel. Le coût de l'entretien n'est pas fixé à ce jour puisque la formule est encore à l'étude. Donc c'est quelque chose qui viendra prendre place de quelque chose qui existe déjà dans Pex Auto, mais de façon automatique, de la même façon que ce que nous avions positionné déjà dans le cadre du budget participatif au sein des Halles il y a 2 ans de cela maintenant. D'accord. Et il n'y en aura pas d'autres de ce type-là sur d'autres projets, d'autres endroits? Je ne crois pas avoir vu un projet comparable en termes sur le budget participatif numéro 19, je crois. Et puis, il n'est pas... non, c'est pas quelque chose que l'on envisage. On n'a pas fait une menu prospective sur les sanitaires auto-nettoyants, en sachant qu'il faut quand même des endroits de fort passage qui justifient quand même le coût d'acquisition important. Et puis, de vous rappeler également qu'on a quand même tout un tas de toilettes qui sont encore aujourd'hui nettoyées et entretenues par les services de la ville. Très bien, merci. Et pour rebondir sur la question 28, si j'ai bien compris, ce sont du matériel acheté par la ville et mis à disposition d'associations qui ne sont pas des associations spécialement municipales, si? Alors, une association, c'est loi 1901. C'est une loi 1901, donc je ne connais pas d'association municipale. Non, on est d'accord. C'est une gestion de fait, ça s'appelle. Donc c'est assimilable à une subvention. C'est ce que je vous ai donné, c'est assimilable à de la mise à disposition, comme de la même façon qu'on met à disposition un gymnase pour voilà, je ne sais pas si vous assimilez ça à une subvention. Non, c'est juste du matériel qui est acheté par la ville pour permettre à l'association de pouvoir le faire. En plus, on est sur des éléments qui me paraissent importants pour ma protection à titre personnel, notamment en matière d'escalade. Je crois qu'il vaut mieux qu'on ait un matériel normé et qui sont aux normes sécuritaires pour les personnes qui s'en servent. Très bien, merci. Et de vous rappeler que c'est un matériel qui est utilisé également à des fins scolaires, puisque quand on est à Boris-Dio, il y a aussi des écoles qui viennent utiliser ce très beau mur d'escalade. Pas d'autres questions ? Monsieur Deluy. J'ai juste une remarque parce que j'ai oublié de le dire, mais il faudrait corriger l'orthographe du nom de Monsieur Join dans le procès-verbal, qui n'est pas orthographié correctement. Ça sera noté. Merci, mon cher collègue. Madame Zanotti.
Oui, concernant la numéro 17, vous avez fait l'acquisition et l'installation d'un boîtier pour la vidéoprotection. C'est un en plus des autres ou que vous allez le mettre celui-là? Non, on ne va pas le mettre en plus des autres, comme vous dites. C'est simplement que, en fait, lors de la pose du matériel début juin, la société Honnête a posé ce boîtier. Nous avons estimé que le boîtier, je ne sais pas si vous le voyez comment il est sur la place Alcala, n'est pas de nature très esthétique. Et donc, on a organisé une société entre notre service éclairage et la société Honnête. Et donc, on a décidé qu'on allait mettre un boîtier qui allait être de façon un peu plus esthétique que ce qui était positionné. Donc, il ne s'agit pas d'une caméra supplémentaire, il s'agit simplement d'une adaptation au mât. Question numéro 3. Opération d'intérêt métropolitain Bordeaux Inno Campus, contrat de projet partenarial d'aménagement, autorisation de signature. Ouais, alors c'est une délibération peut-être un petit peu technique, mais qui est assez fondamentale, hein, de vous rappeler que la mise en place de l'opération d'intérêt métropolitain remonte à 2016, sur un périmètre qui couvre pas moins de 1500 hectares sur les communes de Bordeaux, Mérignac, Pessac, Talence et en dehors de la métropole de Canéjan. L'objectif de cette OIM, c'est de créer 10 000 emplois en accueillant des entreprises innovantes à l'horizon 2035, tout en accueillant également 10 000 étudiants supplémentaires et donc de chercher une adéquation. De vous rappeler que sur cette période, donc d'ici à 2035, le CHU, l'Université de Bordeaux, l'Université de Bordeaux-Montagny, le Crous prévoient un investissement de près de 2 milliards d'euros sur ce territoire. Et à partir de fin 2018, à l'issue d'ailleurs d'une initiative conjointe du président de Bordeaux Métropole et de monsieur le préfet à l'époque, de madame la préfète aujourd'hui, l'idée était de faire donc une démarche de contractualisation plutôt innovante avec un PPA et qui a été introduit par la loi Elan, de manière tout simplement à articuler les différents projets, coordonner les acteurs, tout en permettant à chacun dans ses domaines de compétences de pouvoir agir sur ce qu'il semblait important. De vous dire que l'État a nommé un préfigurateur, Monsieur Lecomte, je voudrais le citer parce qu'il a remis un rapport exceptionnel quand on connaissait sa démarche de départ et son degré de connaissance du territoire. Il l'a remis en faisant tout un tas d'observations et de remarques qui sont particulièrement pertinentes et qui vous sont présentées dans ces différentes choses. Et donc de rappeler, de saluer ce travail qui d'ailleurs a été salué par l'ensemble de Bordeaux Métropole. Le contenu du contrat, 1. Accélérer le développement territorial de manière à faire travailler ensemble les organisations du territoire. 2. Améliorer fortement les mobilités. Vous dire que d'un point de vue majoritaire, les mobilités doivent être vues comme un préalable à la mise en place de cette opération, puisqu'on sait aujourd'hui que la mobilité des personnes qui se rendent sur ce périmètre est d'ores et déjà problématique et peut être largement améliorée. Et donc, vous le voyez qu'il y a un schéma très ambitieux de mobilité en interne et en externe, un schéma de déplacement tout mode, renforcer la région Euratlantique Campus Sège avec le BHNS, la nouvelle ligne E, que vous connaissez ici avec la nouvelle liaison structurante, la nouvelle branche du tramway pour desservir le campus et le centre-ville de Gradignan, le BNSP, le Haillan, cité de la Photonique, Gradignan, mettre à 2 fois 3 voies l'autoroute A63, améliorer l'accès au campus universitaire depuis la Rocade, créer un barreau pour la briqueterie, dont d'ailleurs la présence de Canéjan, améliorer et assurer les continuités cyclables, promouvoir le covoiturage, etc., etc. Je pense qu'il était important de rappeler que ce préalable, puisqu'on ne saura créer un bel ensemble collaboratif si jamais la question de la mobilité n'est pas traitée en amont de ce contrat, ou en tout cas avant d'avoir implanté les activités d'habitat ou économiques. Troisième objectif, aménager les espaces et développer l'offre d'habitat et de savoir-faire ville. Avec un quatrième objectif qui est assurer un aménagement durable du territoire. Vous dire que la durée du contrat est conclue pour 15 ans, avec l'année 2020 qui sera consacrée à la mise en place de ces instances. Une évaluation aura lieu après 3 et 6 ans la signature, et l'actualisation pourra se faire par avenant présenté aux copies et validé par tous les signatures. Il est en effet indispensable de penser que sur les 15 prochaines années, il y a des choses qui seront amenées à évaluer, et donc que le contrat puisse être avenanté. Vous dire enfin que les signatures du contrat seront Bordeaux Métropole, l'État, Bordeaux, la ville de Bordeaux,
Pessac, Talence, Gradignan, le CHU, l'Université de Bordeaux, l'Université de Bordeaux-Montaigne et Domo-France, dans des termes identiques à ceux qui vous sont présentés ce soir. Monsieur Deluy. Monsieur le maire et mes chers collègues, alors, désolé monsieur le maire, je vais un peu répéter ce que j'ai déjà dit en commission à la métropole, mais je vois que vous m'avez écouté puisque vous avez repris un certain nombre de mes termes, notamment, donc j'en suis ravi. Cette opération, effectivement, est relativement innovante dans le fait que c'est un contrat de projet partenarial qui a, dès 2016, rassemblé l'ensemble des acteurs. Compte tenu de son enjeu et de son impact potentiel, je crois que c'était la bonne démarche. Ça a été fait à l'époque à l'initiative du président de la métropole et du préfet, effectivement. Ce document est d'une très grande qualité. On a rarement quand même l'occasion d'avoir des rapports qui sont aussi transversaux et qui cherchent à analyser l'ensemble des paramètres, des données, pour essayer de les faire converger dans le sens du projet. Donc moi, effectivement, j'ai souligné en commission la qualité de ce document. Il y a quand même un petit paradoxe, et je suis revenu plusieurs fois dessus en commission à la métropole. Le paradoxe, c'est que ce document nous parle de construire un demi-million de mètres carrés de logement quand même. Alors ça pose des questions quand même sur l'artificialisation des sols qui inexorablement va sortir de ça, des nouvelles surfaces universitaires évidemment, créer 10 000 emplois, en tout cas, c'est l'objectif affiché. Et pour autant, la partie transport, la partie mobilité reste quand même effleurée. Et en tout cas, ne semble pas, même si je pense que tout le monde en est conscient, ne semble pas être la priorité absolue. Donc, j'ai utilisé le terme en commission préalable. Effectivement, je pense que la construction et la constitution de réseaux de transport, ou en tout cas de solutions de mobilité, on va être très vaste, hein, de solutions de mobilité, doit être un préalable au feu vert, on va dire ça comme ça, sur l'ensemble du projet. Aujourd'hui, nos axes de transport, quels qu'ils soient, sont soit paralysés, soit proche de la thrombose. Il va de soi que si on ajoute au fur et à mesure, même lentement, même à coup de 1000 m² de logement par an, même à coup de quelques centaines d'emplois par an, toujours plus, on risque en fait de se retrouver avec un objectif complètement contre-productif. Et le paradoxe, c'est qu'en fait ce serait notre métropole qui demanderait aux partenaires de ralentir le rythme dans leurs ambitions en ce qui concerne, bien entendu, la science, la recherche, l'enseignement, parce que nous ne leur offrons pas aujourd'hui. Je veux dire, le aujourd'hui est important parce que c'est l'aspect positif et optimiste des choses, mais nous ne leur offrons pas aujourd'hui, aux partenaires en tout cas, la lisibilité de ce que nous pouvons leur apporter comme réponse en termes de mobilité, puisque la métropole est l'autorité organisatrice des transports sur son territoire. Donc c'est, je dirais, plus une inquiétude qu'un vrai frein, évidemment, à la signature de ce partenariat. Je crois que ces problèmes de mobilité, tout le monde les a à l'esprit. Mais ici, et dans ce cadre précis, il est particulièrement, bien entendu, patent, hein, dans la mesure où ça se concentre sur un territoire relativement précis. Bon, 500 hectares, c'est grand quand même, mais enfin, c'est quand même modeste à l'échelle de la métropole. Je me permets également de porter la voix de notre collègue Jean Touzeau, maire de Lormont, puisqu'il a quand même fait remarquer en commission que la rive droite, alors que ce soit en termes de mobilité ou de recherche et d'enseignement supérieur, était quand même la grande absente de ce document. Voilà. Ça vaut, je trouve pas forcément le terme de dire qui a dit quoi ou quoi que ce soit, de rappeler qu'on a toujours positionné les éléments de mobilité avant. Moi, j'ai envie de vous dire, mon cher collègue, que si jamais on arrive à faire
dans le calendrier qui est donné l'ensemble des dispositifs de mobilité, de vous rappeler que la métropole est peut-être responsable, mais il y a quand même aussi la région, vis-à-vis aussi de l'aspect ferroviaire et la création de la gare de la Médoquine à faire, qui à mon avis, on aura, je pense, réglé une grande partie des problèmes. En tout cas, on sera à la hauteur de... Si demain, enfin, encore une fois, il me semble vous avoir, notamment sur 2 choses un peu emblématiques, la réouverture de la gare de la Médoquine et la création de la future ligne E, on a là quand même des éléments sur lesquels on s'est exprimé, nous, en préalable, et à titre personnel, je pense vraiment que la création de cette nouvelle ligne, d'abord, permettra de désengorger une situation aujourd'hui très compliquée, notamment sur le tramway et la ligne B, et la deuxième chose, de créer vraiment un lien entre les différents campus. Donc, je pense qu'il faut effectivement être attentif. L'objectif de ce contrat, de ce PPA, c'est quand même de rappeler à chacun que chacun a sa responsabilité sur son territoire et d'essayer de trouver des éléments communs. Moi, je ne trouve pas qu'une fois qu'on a énuméré tout cela, qu'on soit... j'allais dire timide, en termes de transport en commun. En revanche, il faudra conditionner effectivement, vous l'avez, là je vous rejoins à vos propos, il ne faudra pas, à un moment ou à un autre, appuyer sur le bouton stop ou arrêt d'urgence. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit particulièrement vigilant sur la mise en œuvre de projets qui parfois ne dépendent pas de la métropole. La mise à 2 fois 3 voies de l'autoroute à 63 dépend par exemple de l'État, dépendent également de capacités que l'on aura de déverser un élément ferroviaire important qui dépend de la région. J'allais dire que toutes les collectivités, le département d'ailleurs y compris, devront toutes aller dans le même sens et de faire en sorte que la mobilité soit au cœur de ses préoccupations actuelles et futures. Moi, je suis résolument positif et optimiste sur ce sujet-là, mais il faudra y être vigilant. Madame Ramy. Cette délibération porte sur un projet d'aménagement ambitieux avec un enjeu fort de renouvellement urbain. Le projet s'inscrit dans un principe vertueux de densification et de reconstruction de la ville sur elle-même qui contribue à limiter l'étalement urbain. Ce rapport de présentation dresse les principaux enjeux, parmi lesquels nous pointerons quand même, mais ça a déjà été traité, l'importante artificialisation des sols et la problématique des îlots de chaleur, et un usage qui reste encore massif de l'automobile par rapport aux autres mobilités. L'outil OIM est intéressant pour expérimenter des propositions innovantes permettant de faire muter des emprises artificialisées à l'image de ce qui est projeté pour la réversibilité des parkings. Toutefois, nous nous interrogeons sur certains points clés qui, à notre sens, conditionneront le bon fonctionnement territorial pour 2035, à savoir l'enjeu financier et la recherche de financement. Il y a, alors j'ai plus les chiffres en tête, excusez-moi, mais énormément de foncier avec la dévolution de l'État, j'ai plus les termes exacts. Donc, je pense qu'il va y avoir une très forte pression au niveau des financements, une pression au niveau du foncier. Qu'est-ce qui va se passer également en termes de partage d'équipements? Qui a besoin de quoi? Comment on va mutualiser? Comment on va amener les gens à? Ensuite, l'enjeu des mobilités, je ne vais pas m'y attarder, vous l'avez traité. Je trouve honnêtement dans le rapport qu'il n'y a que des vœux bien pensants par rapport à l'environnement, ce sont des sujets, tout le monde pourrait le dire, et j'aimerais bien voir apparaître des choses un petit peu plus pratico-pratiques et de l'engagement plus fort dessus. Et la question que l'on se pose également, c'est sur le pilotage. On a sur la page 40 du rapport, à l'échelle des grands sites d'aménagement, notamment pour la Libération et pour la Médoquine, le pilotage sera fait par Bordeaux Métropole. Quelle sera la place de Talence là-dedans? Ma chère collègue, je crois qu'on partage tous ces éléments-là. C'est pas comme si jamais le campus aujourd'hui était très vertueux en matière, je reprends vos propos, d'îlot de chaleur ou d'imperméabilisation. Aujourd'hui, le campus est un gigantesque îlot de chaleur et le campus est un gigantesque territoire imperméabilisé du fait notamment de la présence en très grand nombre de parkings. Quand vous dites vœux pieux, si vous prenez par exemple l'objectif numéro 8 qui s'appelle contenir le volume de ruissellement, il est proposé que les partenaires s'engagent à un solde nul d'imperméabilisation dans chaque grand site d'aménagement tel que décrit tatati tatata. Le modèle économique de ces opérations devra prendre en compte l'objectif de perméabiliser le plus grand nombre de parkings actuels
en remplaçant l'asphalte noir par le béton drainant, etc. Ça veut dire qu'on n'est pas du tout, je crois, et c'est comme ça qu'on le voit, si vous avez le socle neuf, que vous avez page 37 sur la préservation et la restauration de la richesse écologique du territoire, et derrière les îlots de chaleur, on n'est quand même pas sur des vœux pieux en disant que ça serait bien de protéger la planète. On est sur un diagnostic qui est sans concession et qui est relativement juste, c'est-à-dire que le campus a son âge, un âge sur lequel peut-être que ces thématiques-là n'étaient pas abordées avec autant, j'allais dire, d'inquiétude que ce qu'on a aujourd'hui, et que, au contraire, ce contrat fixe des objectifs clairs et appréciables. Je vous ai donné, par exemple, en termes de perméabilisation, donc de diminution de l'imperméabilisation, en essayant d'être concret opération par opération. Donc je pense vraiment, on part d'une situation qui est quand même, à mon sens, plus que perfectible. Je pense que vous serez d'accord, le campus n'est vraiment pas très vertueux, et ce n'est pas la faute de l'université. Les bâtiments ont leur âge et ils n'ont pas été construits, en tout cas quasiment aucun n'a été construit avec les normes que l'on pourrait avoir aujourd'hui. Par rapport à l'aménagement, c'est normal que ce soit Bordeaux Métropole qui soit là-dessus, parce que si on prend le cours de la Libération, il y a plusieurs villes. Vous avez Gradignan, Pessac et Talence qui sont riveraines de ce cours de la Libération, et Bordeaux Métropole a compétence en matière pour tout ce qui est voirie et aménagement. Je crois qu'il y a des éléments un peu fondamentaux. Quand on parle d'accès routier, je vous renvoie à l'étude dont on a déjà parlé ensemble. L'axe entre la Rocade et Kedge est l'un des axes les plus pollués intra-rocade de la métropole. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'aller créer un nouveau tuyau, parce qu'on sait qu'en général, le tuyau, ce n'est pas comme l'aspirateur, ça ne fait pas disparaître les voitures, bien au contraire. Mais c'est d'éviter la situation que l'on a aujourd'hui. L'accès aujourd'hui routier et autoroutier du campus ne se fait que par l'avenue Péberlan, c'est-à-dire une 2 fois une voie qui passe à côté du Creps et qui est, alors il y a quelques-uns qui passent par la rue de Compostelle pour se retrouver après sur un carrefour. Et donc on a vraiment besoin de se poser cette question-là de manière à créer des parkings relais en amont. C'est l'objectif aussi de décrocher à Igne-B. Et j'allais dire que je trouve, j'allais pas dire en différence de vous, mais que l'esprit, il est là. Après l'application concrète, il faudra que les différents signataires, sur une période longue, on part sur un mariage relativement long, de 15 ans minimum, ce qui est pas mal pour un mariage, ceci dit, eh bien, on puisse être regardé opération par opération et globalisant. Moi, je trouve que rien ne manque. Par contre, aux différentes instances et personnes responsables, de faire que ce qui est inscrit dans ce projet trouve une concrétisation dans les faits. En tout cas, tout est dedans, pour moi. Madame Demarco. Je reviens je vais compléter un petit peu ce que vous avez dit. Non, on peut estimer quand même que sur le volet nature, c'est vraiment un vœu pieux, ce qui se dit dans ce document. Il est bien précisé qu'en définitive, il y a une richesse écologique sur ce territoire qui est reconnue, mais qu'en définitive, on fera des études pour qu'elle soit préservée et, si nécessaire, restaurée, et que l'appui d'écologues est à rechercher. Vous voyez, on est quand même dans une démarche de dire il y a une richesse, on va faire que, mais en réalité, il n'y a rien dans le document qui nous montre qu'en définitive, que cette richesse écologique va être préservée. Autre vœu pieux, c'est l'enjeu des mobilités. Permettez-moi quand même de dire qu'à la lecture du document, ce projet prévoit un programme de construction de 480 000 m² d'immobilier d'entreprise et d'équipements hospitaliers et universitaires nouveaux et l'accueil de 8 800 emplois. Il est dit également que ce projet générerait 56 500 déplacements et qu'en définitive, nous allons avoir dans ces déplacements-là 32 500 déplacements supplémentaires, donc 25 500 générés par ce projet. Quelle est la réponse à ceci? C'est dans le document. Donc, une nouvelle branche du tram B vers Gradignan, peut-être, comme vous le dites, l'ouverture sur la rocade, d'un accès sur la rocade, ce qui ne réduit pas la part modale des voitures. Ensuite, la réouverture de la gare de la Médokine, peut-être, mais et la liaison, donc, Pellegrin-Thouars-Malartic. Quant à ce qui est des déplacements vélo, c'est pratiquement inexistant, puisqu'ils reconnaissent dans le rapport qu'en définitive, il est très difficile de pouvoir faire un itinéraire vélo Victoire-Campus et par le barrière de Pessac, Campus. Donc, on peut dire que sur l'enjeu des mobilités, ce document ne répond pas du tout aux attentes et à cette augmentation donc, de déplacements qu'il va générer. Bon, je pourrais dire que nous allons nous abstenir sur
ce document. Attendez, peut-être que je vous ai répondu avant de vous Ben, abstenir. non, Mais allez-y. et je reviens d'ailleurs, je fais le lien avec M. Touzeau. Le bassin Campus n'est peut-être pas à la hauteur des attentes de M. Touzeau, mais on a quand même un lien entre la rive droite et la rive gauche. Je vous laisse parler en pluriel. Non. Ma chère collègue, les discontinuités cyclables, elles sont clairement identifiées. Et il y a un vrai plan avec un calendrier. Alors après, on peut dire que ça ne va pas assez loin, pas assez vite. Et puis quand on parle de la place de la voiture, vous avez aussi l'aspect du covoiturage. Aujourd'hui, on sait qu'on peut toujours se dire que dans 3 ans ou dans 5 ans, la voiture aura disparu. Mais si jamais on faisait un effort sur le nombre de passagers moyens par voiture, on aurait peut-être un gain net en termes de pollution et donc une diminution de l'aspect voiture. Je vous trouve dur. Peut-être que vous trouvez que c'est un vœu pieux, mais un contrat partenarial d'aménagement n'a pas pour ambition d'aller fixer la feuille de route à l'action près de l'ensemble des collectivités. Il fixe, et quand on parle d'éléments de nature, il prévoit un état zéro de l'environnement, en disant que cet état doit être amélioré par les différentes choses. Donc, laissons à ce contrat sa valeur, c'est-à-dire un contrat d'engagement entre les collectivités, et vous imaginez, parce que vous avez l'expérience en la matière, que mettre d'accord X villes et X partenaires n'est pas chose facile. Il ne faut pas chercher le plus petit dénominateur commun, mais quand même. Et remarquons quand même qu'il se trouve être ambitieux. Par contre, et comme je disais à notre collègue Arnaud Délu, soyons très scrupuleux dans l'application concrète. Je vous ai entendu dire la gare de la Médokine, oui, mais encore, non. Il faut affirmer que la gare de la Médokine doit devenir la gare centrale du campus et que le transport en commun qui passe à la gare de la Médokine doit permettre d'irriguer le campus Carrère et le campus de Pessac, Talence et Gradignan. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à porter collectivement. Et je crois vraiment que ça nécessite une certaine concorde politique. Après, chacun est libre de s'abstenir ou de prendre part au vote, indépendamment de vos différents conseils, intra-conseils, j'allais dire. Madame Congost. Alors avec le micro, Madame Congost, s'il vous plaît. Je vais quand même poursuivre un petit peu sur la ligne de Monique de Marco et reprendre cette phrase qui m'a interpellée en page 4. Cette échelle est également adaptée pour relever le défi de la croissance de ce territoire dont les grandes infrastructures sont aujourd'hui proches de la saturation. Et je vais reprendre quelques petits éléments, ne serait-ce que sur la santé. Donc on ferme les urgences de Saint-André, on ferme l'hôpital Robert-Picqué, alors que l'on est sur des infrastructures qui sont proches de la saturation, en imaginant dépenser de l'argent pour regrouper donc au sein de structures qui sont proches de la saturation. Donc en lisant ce texte, effectivement, on est bercé par quelque chose de très joli, où l'on pourrait se projeter dans une utopie de vie idéale telle que tout le monde pourrait la rêver. Sauf qu'il y a effectivement 30 000 personnes qui arrivent. Alors vous proposez quelques emplois, ça ne sera pas suffisant. Vous proposez de bétonner, d'archi-bétonner pour accueillir. Et effectivement, comme le disait mon prédécesseur, vous prenez les choses à l'envers, c'est-à-dire vous construisez et ensuite vous vous posez la question du transport. Alors qu'en fait, c'est s'il doit y avoir quelqu'un qui arrive, comment arrive-t-il et comment ensuite, après, on peut l'héberger. Donc les choses se font à l'envers, vont coûter un argent extrêmement élevé. Et je ne peux pas cautionner un projet qui soit complètement dans l'utopie. Bien. Voilà. Là, pour le coup, je vous opposais le fait que je ne porte pas la même vision. D'abord, il n'est pas question de santé, il est question d'un aménagement d'un campus. Et que la saturation des urgences de Saint-André doit faire l'objet, à mon avis, d'autres décisions qu'un plan partenarial d'aménagement d'OIM Bordeaux-Innocampus. Première chose... C'est dans le dossier. Oui, on est d'accord, sauf que l'hôpital Saint-André n'est pas couvert par le périmètre. La deuxième chose, c'est que je crois vraiment, que n'aurait-on dit, ma chère collègue, si jamais on ne prévoyait pas les règles par écrit pour tout le monde? On aurait dit c'est un aménagement qui se fait dans la plus grande sauvagerie, j'allais dire, où chacun a son mot à dire et il n'y a aucune coordination d'ensemble. Pour une fois qu'il y a quelque chose de novateur, alors pardon, je n'ai pas tout à fait entendu les propos de ce que vous disiez dans la bouche de Monsieur Délu, mais il peut parfaitement dire ses propres propos. A contrario, le travail, il a été réalisé.
Et que maintenant, il nous appartient, j'allais dire, de transformer l'essai, même si en ce moment le rugby, c'est pas terrible, mais c'est à nous de surveiller tout ça. Et peut-être qu'à la contrario, moi je suis un irrésistible optimiste qui pense qu'à travers des mécanismes assez nouveaux, on puisse enfin mettre un peu d'ordre dans l'aménagement qui avant relevait de quelques officines. Madame Zanotti. Dans le terme de vigilance, ça veut dire que, est-ce qu'il est prévu qu'effectivement des études complémentaires des choix qui sont inscrits pourraient être remis en cause, voilà, en termes et de mobilité, parce qu'on parle de saturation partout et on va étendre le tram B qui est déjà saturé, etc. Donc, par exemple, ma collègue fait une réflexion sur le transfert des urgences. Effectivement, est-ce que ça ne serait pas plutôt de... C'est marqué dans le texte. Donc voilà, est-ce qu'il y aura des études complémentaires qui pourront être remettre en cause, peut-être à la marge, mais certaines affirmations qui s'avéreraient, disons, moins intéressantes. Vous savez, quelqu'un a dit avant moi que la prévision est un art difficile, surtout quand elle concerne le futur. Les éléments, vous avez tous les éléments et la capacité d'avenanter, c'est pas très joli comme terme, hein, mais le contrat. Après, il faudra aussi que les parties prenantes, le préfet d'ailleurs c'est intéressant parce que les parties santé et déploiement des outils, des urgences, etc. ne dépendent pas de Bordeaux Métropole ou des villes. Elles dépendent d'une décision du ministère de la Santé. Donc la réponse à votre question, elle est clairement oui. Ça veut dire, et c'est-à-dire, c'est un peu inscrit dans l'ADN de cette convention. L'idée est de dire cette convention, elle permet à un moment ou à un autre de faire un point zéro des éléments et d'essayer de se mettre d'accord sur un certain nombre d'objectifs, de mobilité, d'environnement, etc., etc. Et que si jamais les choses évoluent, et forcément elles évolueront, à ce moment-là, à travers la gouvernance qui ne manque pas de comités, hein, j'espère que vous avez vu qu'il y a un grand nombre de comités, je pense même que cette gouvernance finira par être aussi affinée, et bien qu'on puisse être en capacité éventuellement de restructurer ou de revoir à la hausse, à la baisse différents objectifs. La seule chose, c'est que je trouve que, en tout cas dans ces objectifs, je la trouve, moi personnellement, pour le groupe majoritaire, relativement très ambitieuse. Après, tout travail est par nature imparfait. Monsieur Comte. Après, je veux bien que tout le monde... on va... Allez-y, monsieur Comte. Merci, monsieur le maire. Bien. Alors moi, j'ai 3 petites remarques. Première remarque, page 5, 10 000 emplois, 10 000 étudiants, 10 000 nouveaux ménages. Page 9, 10 000 logements. Il n'en manque pas? Je me pose la question. Est-ce que 10 000 logements vont être suffisants pour, justement, permettre 10 000 emplois, 10 000 étudiants et 10 000 nouveaux ménages? À mon avis, le compte n'y est pas. Il en faudra peut-être un peu plus. Je peux répondre directement à cette question. Oui, tout ne va pas être là. L'idée, et c'est ce que porte d'ailleurs la rive droite, c'est d'essayer, à un moment ou à un autre, de sortir d'un schéma de zonage qui consiste à mettre tous les gens qui étudient au même endroit, les gens qui habitent au même endroit, et de considérer enfin le campus comme un quartier de ville, et pas comme une espèce de périphérie dans laquelle on est présent 9 mois. Et j'allais dire, en ce qui concerne le maire de Talence, que je n'ai pas pour vocation d'accueillir l'ensemble de ces logements, emploi si, mais le logement, on a vraiment aujourd'hui un excellent quotidien du Sud-Ouest que je ne peux pas nommer, rappelle à quel point, à chaque fois, le logement étudiant est une problématique majeure. Il faut quand même qu'on soit en capacité d'apporter une réponse. Et donc, le compte n'y est pas parce que tout le monde ne sera pas dans ce périmètre-là. Il n'est pas fait interdiction d'avoir du logement étudiant rive droite, à la condition, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir un vrai schéma de mobilité qui permette aux uns et aux autres de pouvoir se mouvoir. Mais je le rappelle souvent, hein, entre la rive droite et la rive gauche, et notamment la gare de la Médoquine, le mieux, ça sera de prendre le train et pas forcément de prendre le bus ou le tram. Voilà, merci. Deuxième remarque, si vous permettez. La majorité des emplois sera créée en zone extra-rocade et la majorité des logements le sera en zone intra-rocade. Je crois que question mobilité, c'est pas terrible hein, pour les déplacements, pour les facilités. Hein. Généralement, si on a une proximité emploi-logement, c'est peut-être plus facile pour limiter les déplacements. Troisième remarque concerne plus spécifiquement Talence. Voilà. Alors, j'ai lu, mais peut-être que je me suis trompé, mais que dans le cadre du projet Bordeaux InnoCampus, Talence devait construire, dans le cadre de ce projet, 240 logements supplémentaires par an, sur 15 ans, ce qui nous fait 3600 logements. Hein. Donc 3600 logements, si on considère que j'avais écrit un papier en 2014 où j'avais pris des stats, et il y a 2,25 personnes par logement sur la métropole,
ce qui nous fait 8600 personnes supplémentaires. Voilà. Bon. Ce qui fait 43 000 plus 8600, on n'est pas loin de 52 000. Bon, ce qui veut dire que la densité de population à Talence va être très importante. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que, hormis ces 240 logements, on va construire d'autres logements supplémentaires chaque année à Talence? C'est-à-dire les 240 plus. Voilà. Oui, donc, voilà. J'aime beaucoup l'innocence dans laquelle vous posez vos questions, mon cher collègue. De vous rappeler que ce n'est pas parce qu'on s'appuie sur quelque chose qui est arithmétiquement faux que ça en légitime les éléments. Ce que vous indiquez, c'est il faut lire toutes les phrases, devront être adaptées en fonction des plans locaux d'habitat, etc., etc. Donc, ce qui est indiqué juste, c'est un constant. Oui, c'est ce qui est marqué. Devra être adapté selon les parties du territoire, etc., etc. Vous avez peut-être oublié de dire, par exemple, que c'est 650 pour Pessac. Mais les éléments, c'est que tous ces éléments-là ne sauraient se substituer à une règle commune sur laquelle le PPA ne substituera jamais. C'est le plan local d'urbanisme, qui est métropolitain aujourd'hui, mais qui est porté par certaines volontés. Et donc, pour ce qui est de la volonté des uns et des autres de construire plus ou moins, il me semble qu'il y a des éléments qui se considèrent d'un point de vue constat, qui se font dans le cadre d'élections. C'est à chacun de s'exprimer. Donc, concrètement... Mais d'ici aux 15 ans, je ne pourrai pas m'engager sur les 15 prochaines années sur Talence, si vous me le permettez. Concrètement, ce n'est pas la même chose. Donc, on a les 240 logements, c'est dans le projet Bordeaux Innocampus, et ensuite, il y a le PLU donc, qui permet de construire des logements supplémentaires. Voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. Mais encore une fois, ce n'est pas 240 logements. C'est du PLH, ce n'est pas Innocampus. C'est dans le cadre du plan local de l'habitat. Ce sont deux choses différentes. Ah bon? C'est ça que vous... oui. On ne va pas les construire alors? Mais sauf que vous pensez que ça s'ajoute à ce qui existe déjà. Le PLH est valable pour l'ensemble de la commune. Ce n'est pas forcément valable que pour le périmètre de Bordeaux Innocampus. Donc, à Talence, on ne construira que 240 logements supplémentaires. Mais ça, mon cher collègue, il appartient à chacun de s'engager. Encore une fois, je ne peux pas m'engager pour 15 ans pour Talence. Je peux m'engager pour les 6 prochains mois, enfin le 5 maintenant. Et après, chacun sera libre de faire ses propositions. Monsieur Guérin. Juste pour conclure, en ce qui concerne vous nous demandez de valider et d'autoriser à signer ce contrat de partenariat d'aménagement pour porter les attentes de Talence. Donc je voulais savoir quelles étaient plus précisément les attentes de la ville de Talence dans ce cadre-là. Et puis un peu plus trivialement, quels sont les référents, tant politiques que techniques, pour Talence? Il me semble que le débat, ou alors on vous le fera rediffuser, les différentes attentes, vous les avez dans ce qu'il y a. Mais j'allais dire, ce n'est pas les attentes problématiques, enfin, ce n'est pas spécifique, j'allais dire, de Talence. Ce sont les attentes qui sont auprès des signataires. Parce que je vous rappelle que ce texte-là est reproduit dans toutes ses formes, dans l'ensemble des collectivités. Et donc, il ne s'agit pas d'aller dire... Sinon, on va revenir sur une gestion municipalisée qui consiste à dire chacun fait son bout dans son coin, sans aucune cohérence d'ensemble. Donc, c'est plutôt exactement le contraire. Après, les différentes personnes... D'abord, faisons signer par les différentes collectivités, ce qui devrait prendre encore quelques semaines, parce que Pessac l'a déjà adopté, Bordeaux Métropole ne saurait tarder, je ne connais pas forcément tous les autres signataires. Soyons tout le monde et on peut raisonnablement penser que les différents référents, etc., sont connus au terme de la nouvelle mandature. À ce jour, c'est le maire, si vous me le permettez, puisque c'est moi qui signe le document. Pour le référent politique, Monsieur Deluy, puis après je vous propose de conclure avec Madame Myriart, de manière à ce qu'on puisse passer au pompe funèbre. Oui, simplement, peut-être rappeler qu'il ne faut pas donner à ce document une portée qu'il n'a pas. Oui, je suis d'accord. Là, en l'occurrence, on part d'un constat des ambitions de chacun à l'horizon 2035. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est décrit sera réalisé, mais ça veut dire quand même que, et c'est là où je soulignais cela dans ma précédente intervention, tous les partenaires, chacun dans son domaine, a verbalisé ou en tout cas écrit dans un même document quelles étaient les ambitions. Alors après, à nous, ville, en ce qui concerne la ville de Talence, ou métropole en ce qui concerne Bordeaux Métropole, d'apporter nos propres solutions, nos propres exigences par rapport aux ambitions qui sont quand même essentiellement portées
d'une part, évidemment, par l'État à travers la chancellerie et l'université, et le CHU, l'Université de Bordeaux, l'Université Bordeaux-Montaigne, pour donner les trois principaux, quand même, acteurs, on va dire, qui tirent le projet. Donc, il faut faire attention à ça. Hein. C'est pas, rien n'est gravé dans le marbre, ça a été dit. Il faut être particulièrement vigilant. Moi, j'ai attiré l'attention sur le fait que la mobilité devait être un préalable aux extensions, création d'emplois, de logements, etc., surtout dans ces proportions-là. Après, à nous d'être vigilants sur le sujet, quoi. Donc finalement, vous êtes d'accord avec tout ce que j'ai dit, finalement, chers collègues. Donc vous répétez ce que j'ai déjà dit, en fait. Madame Hiriart. Oui, alors je vais être très brève parce qu'en fait, Arnaud Delis vient de dire partiellement ce que je souhaitais dire suite aux différentes interventions, et notamment à sa première intervention, à savoir que ce projet partenarial d'aménagement, c'est finalement un plus petit dénominateur commun entre des acteurs du territoire, un territoire qui est défini, c'est-à-dire le périmètre de l'OIM BIC est défini, de même que l'OIM Aéroparc est à Mérignac et ne se trouve pas sur la rive droite. Il se trouve que l'OIM Bordeaux InnoCampus ne se trouve pas non plus sur la rive droite. Alors je voudrais quand même dire pour tout le monde qu'il y a une présence d'enseignement supérieur sur la rive droite, puisque le pôle de gestion est sur la rive droite, et que donc ça justifierait tout à fait qu'effectivement une part de logements étudiants en proximité puisse se situer sur la rive droite. Je le signale parce que ça a l'air d'être méconnu, en tout cas dans les interventions. Voilà. Concernant la mobilité, je pense qu'au contraire, en tout cas pour ce qui concerne la ville de Talence et au-delà la métropole, la mobilité, les questions de mobilité ont été fortement mises en avant et prises en compte. Un des éléments de ce projet partenarial d'aménagement, c'est évidemment la dévolution des biens de l'État à l'université. Donc il faut quand même se rendre compte que cette dévolution, elle a été conduite par l'État sur la base d'un schéma directeur d'investissement qui doit assurer l'équilibre financier de l'université sur la base du patrimoine dont elle est propriétaire aujourd'hui, qu'elle a déjà à entretenir et qu'elle aura à entretenir, et que bien évidemment cet équilibre s'est fait avec la validation de l'État sur des projets qui étaient propres à l'université. Donc l'objectif de ce projet partenarial d'aménagement, avec l'université d'une part, avec le CHU d'autre part, c'est justement pour les collectivités, que ce soit les communes ou la métropole, de pouvoir coordonner l'ensemble des acteurs, de pouvoir coordonner à la fois les ambitions des uns et les capacités des territoires à accueillir ces ambitions. Je pense que c'est une œuvre utile que de vouloir coordonner tout le monde. Et c'est en ça que c'est un plus petit dénominateur commun, parce que chacun, quand même, a accepté d'entendre ce que l'autre avait à dire. Et je trouve que là, c'est faire œuvre utile. Merci. En sachant que les PPA sont quand même relativement neufs comme dispositif, et je pense qu'il faudra aussi, les structures n'en font que ce qu'on veut bien en faire, essayer de voir dans quelle mesure on peut faire en sorte que justement ces nouvelles démarches de contractualisation puissent pleinement jouer leur rôle. Les votes, mesdames, messieurs. Lancez-vous pour. Alors, nous avons Madame Congost, vous êtes... Donc vous ne prenez pas part ou vous êtes contre? Vous êtes? Oui, non, mais parlez dans le micro, parce que voilà, c'est pour ça. Moi, je vous entends, mais Contre. Contre. Monsieur Comte, vous êtes contre? Non. Moi, je dis que c'est un document d'intention qui traduit une volonté de travailler ensemble, mais à mon sens, il doit être largement amendé, donc je m'abstiens. Très bien. Et les Verts, vous abstenez, c'est ça? Oui, suivant ce que nous avons dit précédemment, nous allons nous abstenir. Et je rappellerai que justement, ce qui nous semble aussi préoccupant, c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire que comme l'université maintenant est propriétaire de ce grand domaine, et qu'il doit y avoir un équilibre financier. Voilà notre interrogation, quel sera le devenir du foncier sur justement ce grand espace? Et quand on voit qu'en définitive, il y a 10 000 emplois prévus, 10 000 ménages, etc. Donc,
Il va y avoir Ma des chère conséquences, et vous l'avez vu, on l'a souligné tout à l'heure, sur la mobilité, Ma chère mais collègue, également sur nos équipements municipaux. c'est un vote que je vous demande, pas une explication Et- postérieure, s'il vous plaît. Sur nos équipements Donc, municipaux, vous abstenez comme souligné, page 28, Oui. on s'abstient. Vous abstenez. Je vous rappelle qu'il vaut mieux avoir l'université plutôt qu'avoir l'État, puisqu'en termes de permis de construire, on est plus facilement à s'opposer plutôt qu'à l'État qui, lui, a tous les droits. Donc, sur ce point de vue-là, donc vous abstenez. Merci. Rapporteur, Monsieur Duhart, adjoint délégué à l'éducation et aux activités périscolaires. Intervention d'animateurs de la ludothèque et de l'association Lude et Loisirs et de jeunes en service civique européen de la Maison de l'Europe au sein des accueils périscolaires. Oui, mes chers collègues, c'est une délibération qui revient tous les ans. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer 2 conventions. La première avec l'association Ludi Loisirs pour que les animateurs de l'association puissent intervenir sur les temps périscolaires. Et la seconde convention, c'est avec la Maison de l'Europe pour que des jeunes du service civil interviennent, comme ils le font depuis 2 ou 3 ans déjà, pour informer les jeunes sur les cultures européennes, avec un nouveau thème cette année qui sera une sensibilisation aux valeurs de l'olympisme à l'occasion des Jeux olympiques de Paris 2024. Donc je vous demande d'autoriser Monsieur le maire à signer ces 2 conventions. Et de féliciter très sincèrement, je crois, en notre nom de tous, la qualité de l'encadrement et des enseignements qui sont faits à l'Udi Loisirs, qui jouent vraiment un rôle fondamental sur notre territoire. Y a-t-il des remarques, des votes pour Madame Ramy, vous prenez peut-être pas part au vote, c'est ça? Oui, voilà, je ne prends pas part au vote. Très bien, en tant qu'administratrice. Bien, eh bien écoutez, je vous propose de vous présenter la délibération suivante, ma chère collègue. Alors, rapporteur, Monsieur Gestin. Enfin, moi-même. C'est donc Monsieur le maire. Forfait de post-stationnement, autorisation de signature de la convention de reversement pour 2018. Alors, je vous propose de rester dans le débat qui consiste justement à faire une convention entre la métropole. Comme je vous le disais tout à l'heure dans les différentes questions, la métropole a mis en œuvre un système qui permet de prendre en charge une partie du transfert au forfait post-stationnement décidé depuis le 1er janvier 2018. De vous rappeler également que notre FPS est à 25 € et que depuis 3 mois, nous l'avons minoré au montant précédent, c'est-à-dire de 17 € quand on paye dans les 48 heures, et que pour 245 000 € de FPS encaissés, nous aurons 140 000 € qui seront conservés, enfin transférés à la métropole, puisque nous avons 105 252,50 € qui sont déduits d'effets à la réforme. Ces mécanismes sont identiques donc pour Bordeaux, Mérignac, Pessac et Talence. Pas de remarques? Les votes pour? Non, je m'abstiens. Vous m'abstenez. D'incohérence concernant le stationnement payant. Alors, quand vous dites vous vous abstenez, c'est tout le groupe qui s'abstient? Non, uniquement moi. D'accord. Ça va commencer à devenir un peu... Alors, attendez. Décidément. Alors, Madame Zanotti s'abstient, intuité personnée. Monsieur Comte. Même chose. Je Oui, alors, j'ai plus l'habitude avec vous deux, mais alors, Madame Congost. Madame Congost, vous êtes... Je m'abstiens aussi. Je suis contre le stationnement payant et je suis pour les disques bleus. Voilà. C'est pas l'objet de la libération, Madame Congost. Mais je vous dis pourquoi je m'abstiens. D'accord. Voilà. Mais c'est pas l'objet de la délibération, nous sommes d'accord. Je m'abstiens. D'accord, très bien. Et donc les verts, pardon, les verts, pardon. C'est Madame Congost qui m'a perturbé avec ces éléments. Eh oui, vous me perturbez, Madame Congost. Tant mieux. Alors attendez, conciliabule. Juste une petite précision, donc si j'ai bien compris, tous les frais qui sont engagés par la ville sont jusqu'à présent donc compensés à 100%, notamment les frais
C'était la question initiale tout à l'heure. Hein. En fait, l'idée, c'est que la convention permet deux choses. Il y a des frais, on va dire, structurels qui ont correspondu à la mise en place particulière. Donc, on n'aura qu'une année quand on a communiqué sur les différentes choses. Et après, il y aura des frais récurrents, comme je vous le disais tout à l'heure, les frais de gestion du contentieux qui, eux, par contre, seront toujours, alors qui seraient dépendants du nombre mais qui seront réévalués chaque année. Voilà. Et donc, c'est une régie de stationnement actuellement ou pas? Comment ça fonctionne entre nos services? Qui c'est qui est chargé de collecter tant l'argent des eurodateurs et abonnements que ces FPS là? Ce que je vous propose, mon cher collègue, d'un point de vue méthodologique, c'est qu'avant que je vous demande vos votes, vous me demandiez vos questions, de manière à ce qu'on n'ait pas... Parce que là, on a commencé à demander les votes, et là, vous me demandez des éléments. En fait, depuis la mise en place de cette dépénalisation, on va dire, du stationnement, donc la mise en place du FPS, la ville, d'ores et maintenant, encaisse le produit des FPS. Là où avant, tout allait à l'État et une partie était redistribuée aux différentes, et notamment aux métropoles. D'ailleurs, cette mise en place de réforme n'est pas très favorable à la métropole puisque c'est près de 5 millions d'euros de pertes nettes pour la métropole. Donc, la municipalité encaisse les FPS et va les redistribuer selon les modalités décidées par la Convention à la métropole, faisant abstraction de fait de ce qui a été dépensé de façon très conjoncturelle, c'est-à-dire la mise en place tout début 2018, plus ce qui est plus structurel et qui a été développé et mis en place pour l'ensemble des collectivités. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans le budget prévisionnel, je crois pour un montant de 500 000 euros de FPS, qui d'ailleurs est étonnant de savoir à peu près, non? C'est pas du tout ça? Pas du tout. Qu'est-ce qui était d'un montant de 500 000 euros dans le... Il y a beaucoup de choses qui sont d'un montant de 500 000 euros, mon cher collègue. Mais non, ça n'a rien à voir avec le FPS. C'était pas les FPS? Non, non. C'était peut-être, dans ce cas-là, une estimation sur les recettes des eurodateurs, alors, peut-être. Non, non. Je ne sais pas. Non, vous savez, vous me demandez de débattre sur un chiffre que je ne connais pas, mais on peut, si vous voulez. Hein, mais non. Alors, votre vote. Donc, alors, attendez, juste le parti Talent-c'est-vous, hors Madame Zanotti, vous êtes pour. Nous avons 2 abstentions et 3 verts, donc, qui sont... Nous dans l'attente d'un bilan, oui, effectivement, on est pour, mais... Très bien. Merci. Budget annexe services extérieurs des pompes funèbres, attribution d'une autonomie financière. Ou alors ça c'est juste le trésorier, vous l'avez vu sûrement, nous demande de régulariser la situation en attribuant l'autonomie financière au budget annexe services extérieurs des pompes funèbres. Seule conséquence, ce budget aura sa propre trésorerie alors qu'elle a été jusque-là confondue avec le budget principal et pas avec le SPS, avant que vous me demandiez vos éléments, mon cher collègue. Les votes. Pour les verts. Merci. Dissolution budget annexe SPIC Médoquine. Il s'agit juste de clôturer comptablement le budget annexe suite à la liquidation de la SEM. Et donc le budget, je vous le rappelle, est inactif depuis le 1er janvier 2019. Il n'y avait pas eu de budget primitif 2019. Donc il s'agit juste de se régulariser, de vous rappeler que cette clôture n'entraîne pas de reprise de résultats, pas de reprise d'actifs, ni quoi que ce soit. C'est juste, on va dire, une opération de mise au point comptable. Donc nous ne voterons plus ce budget annexe, à notre grand regret, et des différentes danseuses qui se lavaient au barré. Non, je ne vais pas vous lancer là-dessus. Votre vote. Allez, les votes pour, merci. Question 8, dissolution budget annexe pépinière d'entreprise. Le comptable public nous demande également de clôturer ce budget. On reprend l'actif qui s'élève à 160 914,63 €, correspondant à la valorisation des travaux pour la création des locaux. En revanche, je vous rappelle que ce budget annexe affiche un résultat nul, n'entraînant donc aucune reprise, et donc on clôture. Nous vous proposons de clôturer comptablement ce budget annexe. Pour tout le monde, merci. Question 9, convention d'autorisation d'occupation du domaine public constitutive de droit réel entre la ville et l'association Ludi Loisirs, partie de la parcelle BH 233 d'une surface de 200 mètres carrés.
Alors, je vous rappelle que l'association donc Ludi Loisirs dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est toujours excellente, gère donc, vous le savez, le centre de loisirs du même nom. La structure a souhaité donc aménager, de faire réaliser un aménagement du type City Stade en lieu et place de jeux existants et de cette fantastique tyrolienne notamment, mais qui malheureusement donne quelques siffles d'essoufflement, signes d'essoufflement. Donc l'équipement est évalué à 45 075,84 €. Seule une partie de la parcelle, à peu près 200 mètres carrés, est impactée. La parcelle appartient au domaine public de la ville et donc le financement du City Stade est assuré par l'association qui souhaite recourir à un emprunt et donc de saluer aussi leur saine gestion financière. En application du Code général de la propriété des personnes publiques, aucune redevance d'occupation ne sera demandée à l'association en raison de son activité d'intérêt général et que les travaux sont prévus pour le joli mois de mars 2020. Ou pas d'ailleurs, c'est selon. Madame Grélard. Juste une remarque. J'espère que ce nouvel équipement ne deviendra pas un équipement genré, mais qui sera bien le lieu d'activité des garçons, mais aussi des filles. Et je sais l'attachement de l'association à promouvoir la mixité dans les jeux et les activités au sein de cette association. Donc vous répondez à votre question finalement. Vu que l'association est attachée, on peut penser que... J'espère, voilà, je l'espère. J'espère que ça se concrétisera. Moi, je n'en doute pas. Vous savez, je suis toujours d'un optimisme béat, vous savez. Ils font beaucoup de choses pour la mixité et l'apprentissage de la mixité, des genres comme du reste. Alors, nous avons une discussion gauche-vert, vrai gauche... pour, d'accord, très bien. Donc, une question. Donc, tout le monde est... Madame Rami ne participe pas au vote en tant qu'administratrice. Je participe pas au vote, mais je voulais juste dire quand même que par rapport à l'implantation du City Stade, j'ai demandé à ce qu'il y ait une limitation minimum au niveau du sol et à pouvoir rogner, que ça soit rond. J'insiste quand même. Moi, j'ai demandé à ce qu'il plante une haie, de manière à ce qu'il n'y ait pas des grillages en plastique. Ça devrait vous plaire. On en discute. On en discute ? Vous voulez discuter plastique contre verre ? Ah, vous m'étonnez, ma chère collègue. Le vote, c'est bon ? Le vote, oui, à l'unanimité, c'est ça, hein ? Bien. Monsieur le maire, c'est vous qui oui, continuez. c'est toujours moi. Question 10, ADI, Association pour le droit à l'initiative économique, partenariat avec la ville de Talence, convention pour l'année 2019. J'excuse Marc Labourdette qui malheureusement ne pouvait pas être des nôtres ce soir, de vous rappeler que l'ADI est une structure nationale qui accompagne les porteurs de projets à création d'entreprises avec du microcrédit qui va jusqu'à hauteur de 10 000 €, notamment pour les publics exclus du système bancaire. La ville a conventionné avec l'ADI depuis 2008, on en est à la 12e année d'existence, et donc en 11 ans, 481 projets ont bénéficié de cet accompagnement. Et de vous rappeler également que sur la base de ce travail partenarial, l'ADI a installé l'année dernière la moitié de ses équipes sur Talence avec l'antenne rive gauche, le siège social étant à Lormont, ce qui fera plaisir à notre maire. La proximité physique a quand même a eu un impact très positif puisque le nombre de contacts talençais était en hausse de 20% en 2019. Pour le premier semestre, vous dire que 42 talençais ont eu un premier contact avec l'ADI et 9 sur ces 42 sont positionnés sur les secteurs politiques de la ville de Talence et de vous proposer le montant d'une subvention de 7 300 €. Pour la vraie gauche, pour aussi, très bien. Question 11. Avis sur les dérogations exceptionnelles à l'interdiction du travail le dimanche accordées par Monsieur le maire au titre de l'année 2020. Alors, c'est désormais une délibération relativement classique suite à la loi dite Macron de 2015, qui donc a apporté à la législation existante la modification suivante, donc la règle des 12 dimanches par an. Pour la ville, vous indiquez que nous maintenons à 8 le nombre de dimanches, si nous votons ce soir, bien sûr, nous vous proposons 8 le nombre de dimanches. Je vous rappelle que la possibilité est d'aller de 5 à 12. Bordeaux Métropole nous en proposant 9, puisque après concertation avec les commerçants et notamment l'action de Marc Labourdette
comme de Mathieu Coldefy, il n'y a pas eu d'éléments particuliers, quelle que soit la taille des commerçants. De vous dire que les dates proposées pour 2020 seraient les premiers dimanches des soldes d'hiver, le 12 janvier, le premier dimanche des soldes d'été, le 28 juin, le premier dimanche qui suit la rentrée de septembre, le 6 septembre, le 29 novembre, qui correspond au vendredi noir, ou Black Friday, en bon anglais, et les 4 dimanches de décembre à Noël, soit les 6, 13, 20 et 27 décembre 2020. Monsieur Délu. Alors, juste, c'est vrai que je ne suis pas forcément le meilleur connaisseur du calendrier religieux, mais les 4 dimanches de décembre avant Noël, 6, 13, 20 et 27 décembre, je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit avant Noël, hein, mais enfin, merci de me confirmer. Alors d'abord, j'espère que vous aurez remarqué que le 25 décembre, c'est surtout la Saint-Emmanuel que vous me souhaiterez surtout. C'est la raison pour laquelle le service s'est trompé. Voilà. Alléluia, non, moi je ne dirais pas ça dans une enceinte laïque. Mais bref, effectivement, c'est les 4 dimanches qui sont un peu avant Noël et après la Saint-Emmanuel. Voilà, le 27 décembre, si vous préférez. Mais effectivement, on fera modifier les 4 dimanches de Noël. De décembre. Monsieur Guérin. Je voulais savoir le nom des organisations professionnelles qui se sont déterminées et aussi, notamment, s'il y a eu des organisations de salariés qui ont été consultées et leurs avis. Alors, on a posé la question au commerce, on a posé la question à ce qu'on appelle aussi les grandes surfaces, et notamment le Leclerc qui correspond à la surface dont on a là-dessus. Il y a différentes enseignes dont je ne vais pas citer pour des raisons de publicité, mais une enseigne qui fait des plats surgelés de qualité mais un peu cher, qui est attentive à d'éventuelles ouvertures dimanche. On a surtout consulté à nos commerçants. Voilà. Donc une association de commerçants, d'autres associations. Non, tout. Sur l'ensemble du territoire, l'ensemble ont été concernés. Enfin, vous savez, on leur a proposé en 2019, ça allait bien, on n'a pas eu d'éléments de modification en 2020. Donc il n'y a pas de choses qui changent entre 2019 et 2020. Il n'y a pas de modification. Je vous remercie. Donc c'est pour les organisations professionnelles, les avis des organisations professionnelles. En ce qui concerne les organisations de salariés. Je vous rappelle que ces propositions, c'est d'un point de vue Bordeaux Métropole et que c'est une concertation qui est organisée par la CCI de Bordeaux ainsi que les organisations professionnelles et que donc il y a déjà des débats qui sont faits au niveau de la CCI. Nous, on a la métropole qui revient vers nous et donc on ne va pas réinterroger des organisations qui ont déjà été interrogées par d'autres instances chargées, on va dire, d'une vision plus globale. Donc on n'a pas de vision alors sur la vie des salariés, sur ce genre de... Vous n'avez peut-être, vous, pas de vision, moi j'en ai une. Eh bien, je vous la demande, les éléments, c'est que je n'ai pas d'organisation. Je n'ai pas d'organisation représentative à ce jour à qui aller demander. Enfin, si vous me trouvez l'organisation syndicale des commerces de grandes et petites surfaces de Talence, je veux bien, si vous le voulez, l'année prochaine leur poser la question, mais elle n'existe pas. C'est la CCI, je vous le rappelle, qui fait ce travail-là. Là, vous rebouclez sur les organisations professionnelles. Oui. J'ai bien pris note. Maintenant, non, mais quand je parle syndical, oui, j'ai compris. Des salariés. Mais c'est ce que je vous dis, il n'en existe pas. À ma connaissance, il n'y a pas d'organisation syndicale des commerces de grande et petite taille de Talence. Donc je ne vais pas l'interroger, elle n'existe pas. Monsieur Comte. Alors, moi, je voudrais une précision. Je cite. Le calendrier suivant, comprenant 5 dimanches, auxquels pourront s'ajouter 3 dimanches, après avis conforme de Bordeaux Métropole. Alors, ça veut dire que vous allez proposer et que Bordeaux Métropole va entériner. Donc, c'est Bordeaux Métropole qui, en définitive, entérine la chose. Oui. C'est pas, vous avez... Oui. Non, mais j'ai rarement vu des choses qui sont proposées par les villes qui sont infirmées par Bordeaux Métropole, en général, mais avec la cogestion. Savoir quel était le processus. Merci. C'est la loi qui le prévoit comme ça. Voilà. C'est la loi dite Macron, prise sous le gouvernement de François Hollande. Elle date de 2015, c'est une précision que je faisais complètement naïvement. Monsieur Larose. Oui, cette délibération est l'occasion pour moi de vous demander si vous aviez connaissance de l'ouverture le dimanche jusqu'à 20h du supermarché Casino et de savoir dans quelles conditions cette ouverture est possible au vu de cette délibération. Monsieur Coldefy.
Écoutez, j'en ai connaissance, mais je pense que c'est pas... Mais pour moi, c'est les casinos, c'est pas la même chose. Ça n'a pas à voir avec la délibération, en fait. C'est l'occasion pour moi de vous poser la question, si vous en aviez connaissance. Je le sais, on passe à côté, oui, je passe par là le dimanche. Vous êtes passé dedans, non? Et ça veut dire que si jamais ils ouvrent le dimanche, c'est qu'ils ont l'autorisation préfectorale pour le faire. Très bien. Oui, et je crois qu'effectivement, il n'y a peut-être pas de salariés à l'intérieur, enfin, il y a des vigiles. Et donc, bref, tout cela relevant de la préfecture, mais pas de sa délibération. Mais pour une question, oui, je le sais. Mais je ne suis pas préfet ou préfète, d'ailleurs, dans l'absolu. Donc, les votes. Pour les Verts. Vous êtes pour, pas pour. Mais pas pour n'existe pas en administration. Pas Non, forcément contre n'existant pas non plus. On va s'abstenir. Très bien. Donc, pour Madame Congost. Contre. Contre. Pas pour. Donc, vous abstenez. Et Monsieur Delu? Non, non, mais c'est simplement pour préciser que nous sommes contre. Et effectivement, je précise que c'est soumis à approbation à l'Assemblée métropolitaine. D'accord. Parce que j'ai déjà eu l'occasion de voter contre. Donc, vous votez dans contre. cet endroit. Tous? Très bien. Pas facile, hein. On finira par mettre des boîtiers de vote. Eh bien, nous avons une question orale qui est posée par Madame de Marco. Enfin bon, c'est moi qui la pose, mais elle est commune. La question est posée par Madame de Marco. Voilà. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus, ma chère collègue? J'ai pas dit que c'était la question de Madame de Marco. J'ai dit qu'elle était posée pas Madame de Marco. Très bien. Très bien. Monsieur le maire, les travaux de requalification de la rue Pacaris et rue Pédavant sont en cours. Ces travaux sur ces axes de circulation dense sont une initiative louable. Ils ont pour objectif d'intégrer des modes doux sur l'ensemble du linéaire et de se raccorder aux projets existants. Ils doivent apaiser la circulation générale, sécuriser les traversées piétonnes et les arrêts de transport en commun. Cependant, nous nous interrogeons sur les réalisations terminées qui ne sont pas suffisamment sécurisées pour les déplacements cyclables et piétons. Le débouché de la piste en plein giratoire Pédavant-Pacaris, des candélabres restés sur les trottoirs qui ont été repoussés entre-temps, les largeurs de bandes cyclables rue Pacaris trop réduites dans un axe très passant, largeurs qui sont de l'ordre de 60 cm, je suis allée mesurer. Au regard des coûts importants engagés pour ces aménagements indispensables, comment comptez-vous remédier avant la fin des travaux à ces manquements et mettre en place des modifications urgentes pour prendre en compte la sécurité des déplacements piétons et vélos, notamment les personnes à mobilité réduite? De plus, nous avons constaté que l'aménagement du rond-point de Pédavant a perdu toute sa végétation au gré des différents aménagements. Pouvez-vous nous indiquer qui est le donneur d'ordre, décide et conçoit les aménagements de voirie pour les différents espaces concernés de la ville, giratoire, voirie, trottoir? Je vous remercie. Monsieur Bonin va vous donner la réponse de la majorité. Alors, Monsieur le maire, chers collègues, cette question aborde plusieurs points, donc la restructuration de la voie, les aménagements cyclables, les cheminements piétons, la présence des végétaux et j'ajouterai aussi la conception et la manière de mener ces projets. On en parlera en dernier. En préalable, je voudrais souligner d'abord que les finitions de ces travaux ne sont pas achevées. C'est loin d'être terminé. Et je pense que les améliorations apportées à l'occasion de la fin des travaux amélioreront sensiblement certains éléments de sécurité. En ce qui concerne les aménagements cyclables, il faut rappeler qu'il n'y avait sur cette rue qu'un tronçon de bande cyclable entre la place Pédavant et le rond-point Crespy. Dans la partie aujourd'hui aménagée, il s'agit donc d'un nouvel aménagement cyclable qui permettra d'avoir une continuité entre la rue Pacaris et le rond-point Crespy. Le tube existant sur cette partie, qui par ailleurs au plus étroit ne fait que 12 mètres linéaires, ne permettait pas de faire passer toutes les circulations automobiles, cycles, piétons. La copropriété Ciel de Mai a donc été amenée à céder du foncier pour permettre l'élargissement. C'était le seul élargissement possible car la parcelle boisée en face est classée en EBC
et tout élargissement aurait touché le système racinaire. De ce fait, il était impossible d'élargir davantage l'emprise sur cette rive. La bande cyclable a donc une largeur variable entre 1,10 m et 1,50 m selon les contraintes. Elle sera en phase finale revêtue d'une résine colorée pour être mieux perceptible, donc respectée, et limiter aussi visuellement l'espace réservé aux automobiles. Concernant le débouché de la piste de Pacaris, réalisé lors des travaux de cette voie, il s'insère dans l'anneau du giratoire entre les deux voies, faute d'avoir l'emprise nécessaire pour réaliser une voie parallèle complète jusqu'à la bande cyclable de Pédavant. Il a semblé quand même préférable de laisser le choix aux cyclistes entre s'insérer directement dans le giratoire avec la circulation générale ou utiliser cette portion de voie dédiée. Concernant les cheminements piétons, le cheminement piéton est de 1,50 m, sauf au droit d'un seul candélabre, qui d'ailleurs a été déplacé puisqu'il était au milieu du trottoir, où la largeur est réduite à 1,05 m. La norme autorise ponctuellement une largeur de 90 cm au droit d'un obstacle. Cela permet normalement le passage des fauteuils et des poussettes. Concernant les traversées piétonnes, les finitions à venir prévoient de part et d'autre de celles-ci des résines colorées afin d'améliorer leur visibilité, ainsi que des séparateurs maçonnés, des sépicycles, pour canaliser et ralentir les flux de circulation. À l'abord du giratoire Pédavant, un séparateur central permettra un refuge piéton en milieu de chaussée. Sur la présence des végétaux, le diamètre de l'îlot central du giratoire Plume-la-Poule a effectivement été réduit à la demande de TBM pour permettre les girations des autobus. Un aménagement paysager sera réalisé à l'issue des travaux de voirie, comprenant essentiellement des plantes arbustives. Le rond-point Pédavant a été très peu réduit et seulement pour mettre aux normes les bordures trop élevées. Il n'était pas accessible durant cette phase de travaux, d'où son état, mais sera bien entendu repris dès que possible, ainsi que les abords. Sur l'ensemble de l'aménagement Pédavant ont été prévues 6 fosses de plantation qui seront plantées au fur et à mesure que les finitions de voirie seront réalisées. 2 arbres ont été supprimés, 15 arbres et arbustes seront plantés. Au niveau des résines qui sont à faire, plutôt que d'attendre la fin de la réalisation des travaux sur tout l'axe Pédavant, ce qui demanderait encore pas mal de temps, les travaux sont loin d'être terminés, j'ai demandé à ce que les résines soient posées tronçon par tronçon, phase par phase. C'est-à-dire que la phase rond-point Plume-la-Poule, rond-point Pédavant va être recouverte de résine d'ici quelques jours, quelques semaines le cas échéant. De toute façon, il faut savoir qu'il est important de ne pas coller ces résines sur un revêtement neuf parce qu'il ne tient pas. Il faut attendre quelques jours que le macadam reçu et ressorte certaines matières avant de pouvoir coller une résine dessus. Ça va être le cas dans les jours qui viennent. Concernant la conception des aménagements et la décision, la ville est systématiquement associée au projet de Bordeaux Métropole. Pour celui-ci, elle a particulièrement insisté sur la végétalisation, la sécurité des traversées piétonnes, l'insertion des transports en commun dans la circulation. Pour autant, je dois bien le dire, les contraintes foncières ne permettent pas toujours de réaliser les équipements qu'on souhaiterait ou dont on pourrait rêver. Pour compléter cette propos, donc, on le rappelle, 2 arbres enlevés pour des nécessités du travaux, on en a replanté 15. Que là, on n'a pas pu avoir les largeurs suffisantes, ma chère collègue, c'est tout simplement qu'on avait un EBC et qu'on ne peut pas, sauf à décréter que la rue Pédavant passe en sens unique, ce qui aurait été quand même très problématique pour la desserte de l'ensemble des quartiers, on ne peut pas à un moment malheureusement repousser au maximum. Donc tout ce qui a été fait, et de vous rappeler que on a bien conscience que parfois la largeur des pistes cyclables, et elle sera d'ailleurs bien mieux sur la deuxième partie vers le futur rond-point Crespi, malheureusement, on parle quand même d'une situation où il n'y avait pas de piste cyclable. Donc on est sur quelque chose qui n'était pas forcément satisfaisant, mais qui est le plus large que ce qu'on ait pu obtenir de la part de la métropole, avec des trottoirs qui doivent être aux normes, puisqu'il ne s'agit pas d'avoir des trottoirs trop petits. Voilà. Je vous remercie pour ces explications, sauf qu'on constate quand même qu'en définitive, des contraintes foncières font que c'est toujours donc les piétons et les vélos qui sont pénalisés. Non. Je rappelle quand même que ce que j'ai vu, qui est terminé là actuellement sur ce tronçon-là, un débouché tel quel
sur le rond-point, mais je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi dangereux. Je ne sais pas comment, au point de vue sécurité, on ait pu inventer ce type de débouché. Je ne sais pas, demander. Moi, je me suis renseignée auprès de spécialistes. On transmettra à la métropole. Ensuite, sur la largeur, je rappelle que normalement, c'est 1,50 m minimum préconisé, et on compte donc là, à l'intérieur, entre la bande et le caniveau. Là, nous en sommes à 60 cm seulement de largeur. Tellement bien que l'indication cycliste ne rentre pas sur cette largeur-là. Et donc j'ai vu les voitures tout à l'heure qui passaient, bien sûr, sur ce tronçon qui est un tronçon vélo. Donc je considère que c'est dommage de faire Madame des de Marco, aménagements. c'est normal qu'en ce moment les voitures passent sur cet emplacement puisqu'il n'est pas signalisé ou mal signalisé. Quand il y aura des résines, je pense quand même que cet espace sera respecté. Madame de Marco, s'il vous plaît, qu'on puisse se dire qu'on peut rentrer différemment sur un rond-point, moi je suis prêt à tout étudier. Cessez de dire que c'est une emprise foncière. On a acheté tout ce qu'on pouvait à la résidence, mais en face, c'est un espace boisé à conserver. On ne peut pas l'acheter, on ne peut rien construire dessus. Donc, ce que l'on a construit à cet endroit-là, c'est le maximum de ce qu'on pouvait faire. À un moment, on ne peut pas pousser les murs, aller enlever une résidence ou d'un autre côté, aller dans le baisser. Donc, que vous disiez, faites attention à ça, c'est dangereux. On a regardé, croyez bien que, encore une fois, on part d'un aménagement où il n'y avait pas de piste cyclable. Aucune. Que ça soit pas épais, on en a conscience, mais le problème c'est qu'on ne va pas aller dans l'espace boisé à conserver pour aller faire une piste cyclable. Donc on avait le choix soit de ne rien faire, soit de faire quelque chose qui ne soit pas très large. Tout le monde, vous savez, on n'a pas attendu votre question orale pour le faire, mais j'allais dire c'est mieux que rien, là où avant rien n'existait. Mais il n'est pas question d'abattre des arbres pour faire une piste cyclable, je pense que vous en serez d'accord. Oui, ou alors faites, je sais pas, mettre des panneaux, faites une zone 30 réglementée, cette zone-là. Faites des aménagements de façon à ce que... Encore une fois, ce que je vous propose de faire, d'abord, si jamais la pose d'un panneau 30 suffisait à faire rouler les véhicules à 30, je pense qu'on le ferait. Il y a même certains maires qui s'y sont amusés, qui d'ailleurs sont revenus à 50 km/h pour certains tronçons. Mais toute coïncidence avec un maire serait fortuite. Quand on fait ces aménagements, d'abord de rappeler que ces aménagements, ils ont été concertés avec l'ensemble de la rue, que la largeur de cette piste cyclable, elle a toujours fait l'objet d'une publicité. Et ce que l'on a toujours indiqué, c'est que si jamais il y a un inconfort, il existe, et on en a discuté d'ailleurs récemment avec M. Bonin, d'autres itinéraires que de passer par cette voie-là. Mais à un moment, quand on se heurte à la réglementation et un pied d'immeuble, on ne peut pas faire mieux que ce qu'on en a fait. Donc on essaie de faire mieux. J'espère que vous aurez noté qu'entre rien et aujourd'hui, il n'y a quand même peut-être pas des choses qui sont parfaites, mais en tout cas, on est sur la bonne décision. Et puis vraiment, attendez la fin des travaux et la deuxième segment. Et là, vous verrez que quand la voie est plus large, vous avez une piste cyclable qui est bien plus large que ce que vous n'aurez dans le haut de la rue. Bien, les deux prochains conseils municipaux, 19h30, mon Dieu, auront lieu. Non mais c'est 19h30, c'est l'heure de la clôture. Auront lieu le lundi 25 novembre à 18h. Lundi 25 novembre, non, pas le 25 décembre, le 25 novembre. Et le jeudi 19 décembre à 18h. Je vous remercie, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et la séance est levée.